Nous quittons les viscères de nos télévisions pour rejoindre la matière grise et molle de nos cerveaux. On va parler de dopamine. La dopamine, l'hormone du plaisir immédiat, et celle aussi qui est impliquée dans le mécanisme de l'addiction, du circuit de la récompense. On va aller dans nos têtes, on va aussi prendre l'Eurostar pour Bruxelles, au siège de la Commission européenne qui vient d'imposer au géant chinois TikTok de suspendre son appli TikTok Lite. Bonjour, bonsoir, passé de 19h, bonsoir. Bonsoir Bernard Benamou. Bonsoir et merci à vous. Un plaisir de vous avoir. Bienvenue. Vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Vous êtes par ailleurs et surtout expert de la gouvernance de l'Internet et des technologies numériques. J'ai à peu près tout bon. Absolument, absolument. À vos côtés, en face de moi, Katia Roux. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes chargée de plaidoyer liberté pour Amnesty International. Tout bon aussi. Et à ma gauche, Thomas Dessus, vous êtes sénateur écologiste du Rhône. Bonsoir. Et vous avez participé à la commission d'enquête Influence TikTok. C'est ça. J'ai tout bon aussi. TikTok a annoncé donc mercredi qu'il suspendait volontairement, entre guillemets, la fonction de sa nouvelle application TikTok Lite qui récompense les utilisateurs pour le temps passé devant les écrans et accusé donc dans l'UE par la Commission européenne, notamment surtout de susciter de l'addiction. Volontairement, c'est entre guillemets, on aurait pu l'y contraindre, ils n'ont pas eu le choix. Prends la parole qui veut et... Oui, ça fait partie... on se la passe après. Ça fait partie des nouveaux moyens de régulation de la Commission européenne en réalité, puisqu'on a donc sous ce mandat pu mettre en place un certain nombre d'outils de régulation à travers le DSA, le Digital Service Act, qui permet à la Commission d'interroger les grosses plateformes, celles qui ont des millions d'utilisateurs, sur leur façon de limiter les différents risques auxquels peuvent être exposés leurs utilisateurs. Et donc là, il y avait un vrai risque sur la santé mentale des mineurs, notamment, avec cette nouvelle application, en tout cas cette nouvelle version de TikTok. Et donc la Commission européenne, à travers Thierry Breton, a demandé des comptes à TikTok, qui a préféré retirer son application plutôt que, effectivement, rendre des comptes. Bon, qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette application ? Beaucoup de choses. Beaucoup rire Bernard Benamou, c'était vous. Oui. C'est-à-dire que TikTok est considéré comme un des réseaux sociaux les plus addictifs, une des plateformes les plus addictives, avec un nombre d'heures passées, en particulier pour les plus jeunes, qui est considérable. Je rappellerai que, pour mémoire, la version chinoise d'origine, Douyin, est limitée à 40 minutes par jour. Donc, par définition, eux, et en plus, ce sont des contenus essentiellement pédagogiques, économiques, scientifiques, et pas du tout les contenus tels que l'on peut en voir, effectivement, la version ici. Non, le problème, c'est que là, quelque part, ils revendiquaient le caractère addictif en rémunérant, donc en donnant des cadeaux aux personnes en fonction du temps passé. Donc là, on était de ce qui était déjà un réseau addictif à une version en direction des plus jeunes, donc des plus vulnérables potentiellement, et dont on sait qu'il y a un problème non seulement de santé mentale, mais aussi effectivement de suicide, qu'on a souvent évoqué, d'obésité ou au contraire effectivement d'anorexie. Donc par définition, c'est ce qui a valu d'ailleurs à Facebook les ennuis que l'on sait devant le Sénat américain suite aux révélations d'une de ses anciennes employées. Donc par définition, là, on a vu le pas de trop. Et je dirais le pas de trop au moment où, en plus, TikTok est sur le point quasiment d'être interdit aux États-Unis, après l'avoir été, on s'en souvient peu, en Inde. Donc en 2020. Donc on voit bien effectivement que là, d'un point de vue de stratégie, c'était vraiment le mauvais pas au mauvais moment. Katia Roux. Oui, c'était le pas de trop, mais le pas d'avant était déjà extrêmement problématique, effectivement, parce que sur les questions d'addiction, et notamment sur la santé mentale, TikTok a poussé vraiment le principe à son paroxysme. C'est le même modèle de développement économique et d'activité que tous les réseaux sociaux, très clairement. Mais l'algorithme de recommandation de TikTok, donc celui qui va recommander les contenus qu'on va voir, qu'on va recevoir en ligne... Ces contenus sont pour vous, c'est ce que propose TikTok. Ces contenus sont pour vous, sur le fil pour toi de la plateforme, qui est un fil ultra personnalisé, qui se base finalement sur la captation des données personnelles. Donc en gros, l'entreprise va tout simplement pister tout ce que les utilisateurs et utilisatrices font en ligne pour déterminer un profil, in fine pour vendre de la publicité. C'est ça l'idée, c'est de générer des revenus publicitaires. Et les jeunes qui sont sur cette plateforme, nous, on leur a beaucoup parlé, puisqu'on a enquêté justement sur ce phénomène d'addiction. Ils le disent. Ils disent on est addict, on est accro, on est dépendant, mais surtout on est impuissant. On est impuissant parce qu'en fait, tout est fait pour nous maintenir le plus longtemps possible en ligne. On est dans cette économie de l'attention. Et effectivement, ce genre de plateformes ont du mal à s'auto-réguler. Donc elles n'ont pas de mal, elles ne le font jamais. Elles ne le font pas. C'est plutôt bien qu'un règlement comme le DSA vienne poser un cadre. Alors nous, on aurait aimé qu'il aille encore plus loin, qu'il vienne remettre en cause ce modèle d'activité qui vient générer en fait tous ces impacts sur les droits humains, parce qu'on parle de santé mentale, on pourrait aussi parler de liberté d'opinion.
On pourrait parler de droit à la vie privée. Enfin, il y a tout un tas de droits humains et de libertés fondamentales qui sont complètement violés avec ce modèle-là. Ce qu'il faut aussi bien comprendre sur TikTok, c'est que c'est une des plateformes les moins modérées. C'était une ONG qui a fait un test, qui a publié de la désinformation sur plusieurs plateformes. Facebook a retiré 90% du contenu que cette ONG a tenté de pousser sur Facebook, et TikTok n'en a retiré que 20%. Donc on est aussi face à un risque d'exposition à la désinformation qui est massif et qui est un des dangers de cet algorithme. Moi, je crois que ce n'est pas simplement de ne pas retirer. Je pense que l'on peut maintenant analyser le fait de vouloir pousser, pour reprendre le terme, ou amplifier, maintenant on dit, des contenus, même s'ils ont peu, au départ, de followers, en tout cas, sont de petits comptes, ce n'est pas forcément d'énormes influenceurs, mais parce qu'ils rejoignent les préoccupations des concepteurs des algorithmes, peuvent très bien être amplifiés de manière parfaitement opaque pour les gens qui regardent, et effectivement devenir un instrument pour modifier les opinions publiques. Et c'est vrai que TikTok, pourquoi a-t-il été sujet à de tels barrages en Inde puis aux États-Unis? C'est que c'est un outil d'entrisme dans les opinions publiques, de façonnage, enfin de modification des opinions publiques, en particulier chez les plus jeunes, mais pas que. Je précise que maintenant, c'est celui qui connaît la plus grande croissance démographique parmi les 25-45. Donc on voit bien que c'est un risque global dans la période, et je précise qu'on est dans l'année où plus de 4 milliards de personnes vont aller aux urnes. Par définition, c'est une année stratégique pour TikTok, et on voit, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que par exemple, ils sont maintenant que les Chinois ont eu l'occasion de s'ingérer dans les élections américaines en ayant effectivement des contenus pro-Trump, des faux comptes qui se faisaient passer pour des électeurs MAGA, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est que c'est un instrument politique, ce n'est pas qu'un instrument économique, loin de là. Et sur ces contenus, justement, et sur ces algorithmes de recommandation, donc ceux qui poussent, il faut aussi comprendre qu'ils sont pas, en soi, ils ne sont pas non enquêtés sur la santé mentale. Ils ne sont pas conçus pour promouvoir, par exemple, des contenus forcément qui viennent banaliser la dépression, l'automutilation, le suicide, comme nous, on a pu le constater. Mais dès lors que l'algorithme identifie qu'un utilisateur porte un intérêt pour ce type de contenu, c'est ce contenu-là qui va être promu, qui va être recommandé, qui va être partagé. C'est pour ça qu'on parle d'algorithmes de recommandation et qu'on parle de profilage et de pistage en ligne. C'est que si on passe ne serait-ce que quelques secondes à regarder une vidéo sur un sujet, l'algorithme va faire le lien entre notre intérêt pour ce sujet et puis la capacité à nous maintenir le plus longtemps possible en ligne. Cet algorithme va essayer de déterminer un niveau de bien-être, des centres d'intérêt, potentiellement un comportement, et puis ensuite adapter les contenus en fonction. Donc effectivement, ce sont les opinions publiques et les opinions individuelles. Et je rappelle qu'en normalement, le droit à la liberté d'opinion, il est absolu. On n'est pas censé... Pas en Chine. Alors, en droit international. En droit international. On n'est pas censé déjà révéler nos opinions si on ne veut pas. On n'est pas censé subir d'éviction arbitraire. Il les devine. C'est ça la nouveauté. C'est qu'en fait, on peut deviner des choses sur un individu, y compris sur sa santé. En tout cas, faire des pronostics et faire des probabilités. Absolument. Sur l'expression faciale, par exemple, puisque parmi les autorisations que demande TikTok, il y a aussi la caméra et donc la capacité de déchiffrer l'expression. Et on est capable maintenant de détecter des signes de dépression, des signes de réaction émotionnelle par rapport à tel ou tel type de contenu. Donc on va très loin. Les paramètres, vous parliez tout à l'heure des paramètres qui sont des données personnelles qui vont être recueillies, c'est quelque chose d'infini. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller très loin dans les préférences politiques, sexuelles, philosophiques, religieuses. On est capable effectivement de dresser un profil. Des données protégées par ailleurs. Normalement, sensibles au sens de la CNIL. Mais on est bien au-delà. Et c'est quelque chose qui se fait véritablement de manière absolument invisible de la part des personnes. Alors, il faut aussi... La plupart des plateformes maintenant, réseaux sociaux, collectent ces données-là. Mais TikTok est un niveau au-dessus, notamment dans la masse d'informations collectées, dans le fait que cet algorithme qui est uniquement centré sur l'action de l'utilisateur fait qu'on collecte des données très importantes, un volume très important, et qu'il y a une opacité sur la destination de ces données. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs contentieux à l'égard de TikTok, puisqu'ils ne respectent pas déjà les anciens règlements, la RGPD, etc., à travers ces données-là. Et donc on a une société qui s'affranchit d'un centre de réglementation en permanence, ou qui joue avec la limite en permanence, beaucoup plus que d'autres réseaux sociaux qui sont un peu
à la course après TikTok. On voit qu'Instagram a développé aussi de ce type d'algorithmes et de collecte de données, mais c'est moins massif et moins opaque. Voilà. Ils sont malgré tout restreints ou contraints par leurs droits respectifs, sachant que, je le précise, même si effectivement la Chine dit avoir créé un texte qui s'appelle PIPL, People, sur la protection des données personnelles, c'est assez amusant, s'inspirant pour partie d'ailleurs du RGPD, mais il faut bien avoir en tête que l'État chinois n'est pas sujet à des restrictions. C'est-à-dire que l'État chinois a accès à tout s'il le souhaite. Et donc, s'il veut effectivement, et il le fait, prélever les données effectivement issues de la plateforme, il est évident que Ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est aussi en dehors de son territoire. Bien sûr, que la Chine, la réglementation chinoise s'applique aux boîtes chinoises, mais y compris en dehors du territoire Absolument, chinois. comme récemment, le gouvernement, enfin l'administration américaine et le Congrès ont voté l'extension d'une loi qui s'appelle FISA, qui est une loi très inquiétante, puisque c'est les interceptions sur l'ensemble des acteurs technologiques de la planète, pour peu qu'ils soient américains, et ça veut dire effectivement toutes les grandes plateformes. Un peu la légalisation de ce qu'on savait des révélations de Snowden, en réalité. Ça a été l'extension de ce que l'on savait, parce que maintenant, le texte a été voté et amplifié auprès d'intermédiaires techniques qui n'étaient pas visés auparavant. Donc on voit bien que dans un cas, il y a malgré tout un cadre de droit, avec une FISAC courte, donc un groupe de magistrats qui est censé donner les autorisations, qui les donne toujours, hein, soyons clairs, mais dans le cas chinois, on n'a aucune connaissance de ce qui peut être fait. Et donc c'est vrai que l'inquiétude par rapport à ça, elle est d'autant plus grande que, c'est le cas de le dire, c'est une boîte noire. Pardonnez-moi Katia, je peux vous passer la parole immédiatement après. Il y a une question du chat pour vous, monsieur le sénateur. Il y en a Volca qui dit salut Volca, qui dit la santé mentale de nos jeunes inquiète nos dirigeants. Je pense que c'est vous le dirigeant dans ce plateau. Alors rassurez Volca, oui, la santé des jeunes vous intéresse, sinon bien vous sûr, ne seriez pas là. Expliquez-lui ou expliquez-le. Moi j'ai commencé mon mandat en 2020, donc au moment de la période Covid, où ces questions-là est devenue un enjeu national, puisqu'on a vu beaucoup de problématiques émerger à partir de ce moment-là, qui a juste révélé une problématique qui était sous-jacente mais qu'on ne voyait pas encore. Donc effectivement, ce sont des sujets sur lesquels le législateur évidemment travaille, mais les réseaux sociaux font partie aussi d'un des enjeux. Alors vous l'avez dit, pour les tendances suicidaires, mais aussi les troubles du comportement alimentaire, etc. Ça ne concerne pas que TikTok. L'Angleterre avait attaqué Instagram après. En Angleterre, Instagram avait été attaqué après le suicide d'une jeune fille qui était addicte aussi à ce réseau, et la famille avait voulu mettre en avant l'impact d'Instagram le rôle d'Instagram dans son suicide. Et donc on voit bien que effectivement les jeunes, mais pas que les jeunes, en fait il faut arrêter aussi d'avoir ce prisme uniquement jeune quand on parle des dangers du numérique, puisque moi je pense que la plupart de la jeunesse a bien conscience des risques qui sont inhérents à ces applications, et que peut-être des utilisateurs plus âgés qui sont moins natifs du numérique sont peut-être aussi très exposés à ces comportements dangereux, à ces algorithmes qui les enferment aussi dans des bulles parfois complotistes, etc. On l'a vu au moment du Covid, les complotistes, c'était pas les plus jeunes, c'était aussi monsieur et madame tout le monde, y compris les plus âgés. Et même parfois les plus éduqués, ce qui a été ce qui a été une surprise pour beaucoup, parce qu'on imaginait que c'était des gens effectivement qui n'étaient pas spécialement formés, mais on se rend compte que même des esprits formés peuvent tomber dans les pièges du complotisme, et on le voit quasiment tous les jours. Bernard Benamou, vous avez coupé la chic. Je vous en prie, excusez-moi. Non, mais du coup, j'ai beaucoup de choses à je vous en prie, dire. Non, mais je voulais réagir sur autre chose tout à l'heure, mais par rapport à ce point quand même qui est très important sur la lucidité des jeunes et des plus jeunes, et voire même des enfants, c'est à partir de 13 ans, TikTok quand même. Nous, on l'a constaté parce que quand on a commencé nos recherches, nous, Amnesty International, sur l'impact de ce réseau social. Comment on les mène, ces recherches, très concrètement? C'est compliqué, parce que justement, alors nous, notre référentiel, c'est le droit international. Donc c'est compliqué d'établir, par exemple, une responsabilité juridique, de pouvoir établir un lien direct de causalité entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans la vie réelle. Pour la recherche TikTok, concrètement, c'est parti d'un questionnaire d'abord, d'une étude qu'on a lancée en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux. Ça va refléter quelque chose d'autre que je voulais dire, mais pour essayer de comprendre en fait quels étaient les sujets pour les gens qui utilisaient ces réseaux sociaux, et les jeunes notamment, quels étaient ce qui leur déplaisait, ce qui leur plaisait, essayer de comprendre en fait les problématiques. Et c'est comme ça, et ça a été diffusé dans 45 pays, plus de 45 pays. C'est important de le dire parce qu'on a souvent un recul très européano-centré ou anglo-saxon sur l'impact de ces réseaux sociaux. On ne va pas forcément interroger ce qui se passe dans les pays dits du Sud ou dits en développement. Et donc nous, on a lancé cette enquête, on va dire, dans 45 pays environ. En tout cas, il y a eu des réponses de 45 pays.
Et c'est là où les jeunes nous ont dit, en fait, nous, on est très très conscients d'être très très dépendants. Ça, c'était très net, hein, mais on est impuissant. On ne sait pas quoi faire parce qu'effectivement, on est pris au piège, on se trouve aspiré des fois dans des contenus, des spirales de contenus toxiques. Donc à partir de là, émerger de même hein, la problématique de la santé mentale, mais ça aurait pu être effectivement sur les troubles alimentaires ou d'autres. Et on a continué en fait après à enquêter, alors évidemment avec des entretiens, et on a décidé de se focaliser sur des pays dont le taux d'utilisation des réseaux sociaux était parmi les plus hauts au monde, et c'est le Kenya et les Philippines, en réalité. Et on a fait des comparaisons avec les États-Unis aussi. Et donc, on a mené une enquête documentaire, on a évidemment fait l'analyse juridique, on a rencontré des groupes de discussion de centaines et de centaines de jeunes, on a parlé aux adultes, aux accompagnants, aux professeurs, aux parents, aux professionnels de la santé, aux psychologues, l'éducation, etc. Et puis, et donc là, énormément de témoignages. Et puis, on a doublé en fait ce travail d'une enquête technique à base de comptes TikTok automatisés qu'on a créés nous-mêmes et qu'on a fait tourner 1 heure par jour pendant 10 jours aux États-Unis, au Kenya et aux Philippines, avec différents groupes en fait qui présentaient un intérêt plus ou moins grand sur les questions de santé mentale. Et on a essayé de regarder à partir de quand, quel contenu était promu. Eh bien, en fonction de l'intérêt pour ces questions-là, on va avoir des contenus qui viennent banaliser, voire idéaliser le suicide au bout de 3 minutes. Jusqu'à 20 minutes. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Dès lors qu'une personne avait présenté un intérêt pour des questions de santé mentale, au bout de 3 minutes, le compte de cette personne reçoit des vidéos qui viennent dire que finalement le suicide, c'est peut-être pas si mal, c'est peut-être la solution. C'est pas top. Voilà, c'est pas top. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à 20 minutes pour les comptes qui sont a priori plus éloignés de ces sujets-là. Ça va quand même très très vite. Et donc il y avait vraiment une prise de conscience et une demande aussi de la part des utilisateurs et des utilisatrices à faire changer ce modèle d'activité et à pouvoir décider eux-mêmes, avec un consentement libre, préalable et éclairé, des contenus qu'ils voulaient recevoir. Bernard Benamou. On ne peut pas... En fait, le problème, et ça s'est posé déjà pour Facebook, enfin pour Meta maintenant, et pour les autres plateformes, on ne peut pas considérer qu'il y ait une complicité avec les fournisseurs de contenu, soit radicaux, politiques, voire effectivement de cette nature. Mais il y a ce que nous appelons dans notre jargon une convergence d'intérêts toxiques. C'est-à-dire que les contenus les plus radicaux, les plus extrêmes, les plus polarisants, sont ceux qui sont les plus... Alors, avant, on disait retweeter ou partager. Maintenant, on peut dire effectivement aussi liker ou effectivement là aussi encore partager. Mais, et donc, par définition, sont ceux qui génèrent le plus de revenus publicitaires. Et donc, c'est cette partie-là de ces plateformes qui est liée justement à ce ciblage publicitaire et à cette ultra-valorisation de la publicité, dont je précise qu'on n'est même pas certain qu'elle aide à faire vendre davantage les produits. Mais on sait une chose, c'est que ça aide à faire rentrer beaucoup de revenus dans ces plateformes. Et donc c'est vrai que là, il y a une sorte... Alors il y a une chercheuse américaine qui a fait un bouquin remarquable là-dessus, qui s'appelle Shoshana Zuboff, que vous connaissez bien, évidemment, qui a été traduit en français, ce qui est rare pour ce genre d'ouvrage. Et en poche. Oui. Et en poche. Au départ, chez de la Vilma, et par la surveillance. suite. Oui, absolument. Là, oui, je vais pas citer le Je suis le titre. seul à pas l'avoir lu, c'est ça? Non, Shoshana Zuboff, l'âge du capitalisme de surveillance, et elle décrit très bien la chose. Et elle dit, ce n'est pas compatible sur la durée, ce genre de modèle de ce qu'on appelle micro-ciblage, donc de ciblage extrême via des dizaines de milliers de paramètres, c'est pas compatible avec la démocratie sur le long terme. Je précise qu'une décision qui vient d'être prise aujourd'hui par les instances européennes, suite à la saisine de Schrems, peut-être vous avez vu, qui avait eu l'occasion de discuter dans un forum de son orientation sexuelle, et ça a été intégré dans l'algorithme publicitaire de Meta, et il s'en était effectivement offusqué auprès de la Commission et de la Cour de justice européenne. Donc la CJUE a eu l'occasion de faire savoir que intégrer les préférences sexuelles d'une personne dans le ciblage publicitaire était interdit par le RGPD, enfin par les textes européens de régulation sur les données. Et c'est un cas d'école. Mais je pense effectivement que nous, citoyens, au-delà d'ailleurs, il y a des textes dont on parle moins, le DGA, Data Governance Act, on aura à se préoccuper de savoir si on ne doit pas restreindre, en droit européen on dit minimiser, la collecte d'informations. Et c'est ce pourquoi plaide Shoshana Zuboff, en disant le problème ne doit pas situer dans la gestion des données personnelles trop larges ou pas, mais dans la captation, l'extraction
et la capacité à limiter cette extraction de données. Et il est vrai que là-dessus, le trou noir absolu, parce que non contrôlable, c'est justement TikTok qui capte massivement des données de toute nature sur les goûts, les préférences, les opinions. Et évidemment, derrière le soupçon de manipulation politique, il est immédiat au vu de l'intérêt chinois à justement affaiblir les pays occidentaux, les pays démocratiques, qui représentent pour son système une menace. Thomas dessus. Oui, l'enjeu, c'est de savoir comment ces algorithmes formatent aussi notre espace public, notre débat public, et en promouvant les contenus les plus radicaux, ceux qui polarisent le plus, et ça crée un débat public de plus en plus violent. Moi, je suis sénateur, je suis en contact avec beaucoup d'élus locaux, ça fait partie de mon mandat, et il y a beaucoup d'élus locaux qui sont confrontés maintenant à une population très agressive, qui est au contact avec des médias sociaux qui alimentent une forme de débat très violent entre les citoyens, et donc on voit bien que là, les algorithmes peuvent avoir un impact aussi sur notre démocratie. Ça peut aller très loin. Il y a un maire qui s'est fait incendier son domicile parce que des campagnes en ligne haineuses ont été lancées et ont été promues par le fonctionnement même des réseaux sociaux. Sans parler même des enseignants qui ont malheureusement, pour certains, été soumis à des campagnes de haine et de violence. La patronne de la BBC, nous sommes ici dans un local vénérable de la radio publique française, la patronne de la BBC qui s'était exprimée effectivement à un moment donné sur ces questions, a été soumise à une campagne de haine absolue. Elle a fait un bouquin là-dessus récemment, et elle racontait effectivement qu'elle avait été menacée d'être pendue, et qu'un jour elle était descendue de chez elle, et qu'elle avait vu un gibet et des gens qui s'apprêtaient réellement à la pendre. Donc on se rend compte que ce n'est pas uniquement du harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça, monsieur le sénateur le rappelait, ça a des traductions physiques dramatiques. On parlait de risques de suicide pour les jeunes, mais aussi d'alimenter des phénomènes de meute qui peuvent aboutir à des réactions violentes. Et je pense effectivement que le débat... Alors, on ne peut pas considérer que les réseaux sociaux sont les seuls à avoir polarisé le débat politique français. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, évidemment. Mais je pense qu'ils y ont un intérêt économique, et c'est là où cet intérêt économique devra être remis en cause d'une manière ou d'une autre. Sur cette question rapidement de l'amplification des violences. Vous avez le temps, Katia. J'ai le temps, parfait. Faut pas me dire ça. non, mais un temps raisonnable. Un temps raisonnable. Non, mais pour souligner qu'effectivement, en fonction du contexte, ça peut être dramatique. Alors oui, on mentionne par exemple des gestes dramatiques qui peuvent aller jusqu'au suicide, des menaces, des intimidations, des pressions, des meurtres. On peut même carrément aller jusqu'à contribuer à des atrocités commises dans le cadre d'un nettoyage ethnique. Nous, on l'a documenté, par exemple, au Myanmar, absolument. La Birmanie a été accusée Meta a été accusée de crimes contre l'humanité. Oui, et nous, on a expliquer un petit peu, fait... Alors, ce qui s'est passé... Pour les gens dans le chat qui ne sont peut-être pas au courant de cet événement, de cette séquence. En 2017, les Rohingyas, une minorité musulmane au Myanmar, a fait l'objet d'atrocités. Alors, voilà, c'est un nettoyage ethnique qui a été opéré via l'armée du Myanmar, avec aussi des groupes nationalistes qui ont alimenté en fait ces violences-là, et ça a donné effectivement lieu à un véritable nettoyage ethnique et au déplacement de 700 000 réfugiés Rohingyas au Bangladesh voisin. Ce qu'on a pu constater, c'est que dans les semaines et dans les mois qui ont précédé ces atrocités, des messages de haine déferlés sur Facebook, donc plateforme de Meta aujourd'hui. À l'époque, Facebook au Myanmar, ça équivalait à Internet, hein. On était là. Et donc, quand on a des dizaines, des centaines, des milliers de messages qui viennent légitimer, déshumaniser une partie de la population, c'est-à-dire que les Rohingyas étaient comparés à des animaux, qu'il faut éliminer, qu'il faut supprimer de la surface de la Terre, enfin, c'est des messages extrêmement violents. Donc là, on est dans l'incitation vraiment à la violence. Quand ça vient en plus de la part de comptes, on va dire, officiels du gouvernement ou d'autorités, et c'est là où effectivement c'est pris comme une information au bout d'un moment, et ben ça vient légitimer quelque chose et ça vient créer les conditions de possibilité de violence dans la vie réelle. Et de montrer en fait ce lien-là, c'est compliqué. Et nous, on a, au regard aussi du droit international, les entreprises ont des obligations de respect des droits humains. Donc on a démontré la responsabilité de Meta et sa plateforme Facebook dans la commission de ces atrocités. Elle a contribué aux violences et donc au regard du droit international, elle a l'obligation de
fournir des réparations. Et un groupe de réfugiés Rohingyas au Bangladesh aujourd'hui, à Cox's Bazar, dans le camp de réfugiés, demande et se mobilise, c'est un peu David contre Goliath, mais se mobilise contre Meta pour obtenir réparation. Ils ne demandent pas grand-chose, ça représente 0,1% du budget de Meta en 2021. Ça va créer un précédent. Bernard Benamou. Oui, non, auparavant, ça rappelle tristement ce qui s'est passé effectivement avec les Hutus et les Tutsis, c'était Radio Mille Collines. Par définition, l'outil réseau social est infiniment plus puissant, infiniment plus efficace pour coordonner, alimenter, effectivement, et on le voit, je dis bien coordonner, c'est-à-dire que les actions qui ont été menées effectivement à l'époque étaient aussi coordonnées avec différentes personnes et différents groupes c'est-à-dire que ce n'est pas simplement recevoir, entre guillemets, passivement un message via une radio, c'est effectivement être en mesure de pouvoir prévoir la prochaine attaque, le prochain village qui sera massacré. Donc là, on est vraiment dans l'étape ultime de l'horreur, et c'est là où ces gens, avec tout le respect que l'on peut avoir pour les entrepreneurs qui ont pu créer ces plateformes, n'avaient pas en tête la responsabilité sociétale, dirait-on, ou politique, ou même géopolitique. On l'a vu récemment encore avec Elon Musk et ses propos, effectivement, qui lui ne veut surtout pas que l'on supprime TikTok, qui se trouve très, très en phase avec ce qui peut y être dit et être fait. On voit bien effectivement que on ne peut pas demander à ces plateformes, tout à l'heure il était question de l'autorégulation, ces plateformes ne peuvent pas, de la main gauche, empêcher la main droite marketing de se développer. Et donc, quand par exemple Facebook crée une Cour suprême, c'est-à-dire un groupe censé être un groupe de sages, par définition, quand des décisions difficiles doivent être prises, ça remonte forcément à Mark Zuckerberg. On l'a vu avec Trump lorsqu'il a été question de l'enlever, de le déplatformiser. C'est une décision qui a été prise par Mark Zuckerberg lui-même. Donc pour ces plateformes, on a déjà un doute sur leur capacité à obtempérer à la demande publique. On le voit par rapport au DSA, par rapport effectivement à l'ensemble des régulations. Donc on voit bien qu'elles y vont à marche forcée, enfin à marche contrainte, et très mal. Pour la plateforme TikTok, ce n'est même pas envisageable, quand bien même ils auraient des déclarations de bonnes intentions, comme ils ont pu l'avoir auprès de la commission d'enquête à laquelle participait Monsieur le Sénateur, et pour laquelle j'ai eu le plaisir bonnes intentions, je ne sais pas. On s'est heurté quand même à une opacité terrible de cette entreprise. Comment ça s'est passé Ça s'est passé de façon... on parlait à des interlocuteurs français qui restaient très évasifs sur le rôle que pouvait avoir le Parti communiste chinois dans l'entreprise, les liens qu'ils pouvaient avoir avec la maison mère en Chine. On a eu... ils nous ont masqué le nom de la présidente de la société TikTok France, qui a changé à l'issue de l'audition de la personne. Bref, on s'est heurté quand même à un mur d'opacité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la régulation DSA qui vient d'entrer en vigueur travaille sur cette opacité justement. Elle oblige certaines plateformes par différentes contraintes. Ça peut être la commission, mais ça aussi par des audits externes indépendants de leurs algorithmes à ouvrir un peu la boîte noire. Ça va être ça l'enjeu des prochaines années, c'est d'ouvrir la boîte noire pour limiter les risques avant l'interdiction évidemment. Et elle prévoit aussi un certain nombre de sanctions très importantes. Ça peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme si elle trahit les réglementations. Je voulais bien rebondir sur cet aspect de régulation versus interdiction, parce que très clairement, les réseaux sociaux, on l'a pas dit aussi, parce qu'on aborde évidemment les risques, l'impact, l'aspect négatif. Il peut y avoir aussi un usage extrêmement positif des réseaux sociaux, vertueux, effectivement. Ça peut aussi être ils peuvent constituer des canaux formidables d'expression, de partage d'informations, de contre-pouvoir. Nous, quand on a mené cette enquête sur TikTok et la santé mentale, à la fois on a constaté que ça venait porter atteinte au droit à la santé, et à la fois on s'est rendu compte, par exemple, que ça pouvait renforcer le droit à la santé, par exemple, en permettant à des personnes de se mettre en contact, de partager des expériences intimes, difficiles, de retrouver des groupes de pairs, de partager des discriminations, notamment sur des minorités qui peuvent être discriminées ouvertement par leur gouvernement ou autre. Donc ça peut aussi être un formidable en fait, terrain de partage, d'expression, de créativité et qui peut être bénéfique pour beaucoup de personnes.
Pour autant, il faut effectivement trouver l'équilibre. Nous, on considère qu'une interdiction, que ce soit d'un média, d'un réseau social, ça pose toujours évidemment la question de la liberté d'expression. Et il y a toujours ce curseur à trouver entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève, par exemple, de l'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination, qui est tout à fait interdite par le droit international. Et c'est là où la régulation, c'est là où les obligations qui doivent être imposées puis respectées par ces entreprises sont importantes. Et c'est aussi pour ça qu'on demande un changement de modèle. Il pourrait y avoir... Alors, ça... En théorie, hein, j'entends qu'en pratique, c'est compliqué. Bernard Malamou a très envie d'intervenir. Je sens, mais voilà, il pourrait y avoir un modèle d'activité différent de ces réseaux sociaux qui permettrait aux jeunes de continuer à les utiliser, de s'épanouir dessus et non pas de se voir effectivement discriminés ou... Bon, je rappellerai quand même qu'aux États-Unis, où il est question maintenant, alors la décision, enfin la signature de la loi concernant TikTok, alors je ne sais pas si on est exécutif, enfin peu importe, la décision a été validée effectivement par Biden, qui lui-même s'est vu reprocher d'avoir aussi d'ailleurs un compte TikTok. Mais peu importe, n'oublions pas une chose, c'est que eux disent, vous en prenez à notre liberté d'expression, à nous TikTok. Il faut quand même savoir une chose, c'est que toutes les plateformes occidentales sont interdites en Chine. Donc c'est assez étrange qu'un gouvernement et ses autorités viennent reprocher aux Occidentaux de faire exactement le minimum de ce que eux font. C'est toujours l'instrumentalisation qui est faite de part et d'autre. Donc ça, c'est un premier point. Quand on sait de surcroît que l'équivalent de TikTok en Chine s'appelle Douyin et qu'il est essentiellement pédagogique, scientifique, véritablement pensé pour aider et qu'il est limité à 40 minutes par jour. Donc, très censuré. Voilà, et en plus, massivement censuré. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, quand on ne retient... TikTok est interdit en Chine, par exemple. Voilà, le TikTok occidental est interdit en Chine. Voilà. Donc, par définition, que ce pays argumente sur les magnifiques principes qu'évoque ma voisine, auxquels nous ne pouvons, j'allais dire, qu'adhérer sur le fond. Mais est-ce que l'on peut, en conscience, considérer que ce pays n'a pas des intérêts spécifiques par rapport à la déstructuration du débat public occidental, voire même à l'affaiblissement de la santé mentale et effectivement l'affaiblissement des personnes elles-mêmes dans sa pratique, c'est évident. Alors, que ces réseaux, et comme a pu le dire Mark Zuckerberg, là aussi, avec de grands trémolos, quand il a été auditionné au Sénat... Qui s'est excusé devant voilà, y compris sur les risques, justement, d'Insta, où il disait, où les familles étaient derrière en train de montrer les portraits des personnes mortes. Donc on voyait bien qu'il n'était pas tout à fait à son aise. Mais on comprend bien, effectivement, que là, on est sur un registre différent. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, des leviers sur des sociétés occidentales, américaines ou européennes, qui sont infiniment supérieures. Quand il est question de sociétés hostiles, est-ce que l'on se demande si un réseau devait être créé par la Corée du Nord, ce qui n'est pas du tout impossible en théorie, ou le Venezuela ou d'autres? Est-ce qu'on se demande si on a envie, effectivement? On l'a vu avec Russia Today ou Sputnik, les deux canaux de propagande russe qui ont été interdits à l'échelle du continent européen, c'est-à-dire de l'Union européenne et pas uniquement en France, parce qu'évidemment ça constituait un outil de propagande en temps de guerre. Je ne considère pas que nous soyons en guerre avec les Chinois. Ce n'est néanmoins pas un pays immédiatement... c'est un pays qui nous est hostile politiquement. C'est un pays plutôt hostile. Voilà, et donc penser que l'on peut retenir le meilleur de ces réseaux et éviter le pire, je crains malheureusement de devoir être plus pessimiste. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les accusations, en tout cas les doutes sur l'espionnage que peut exercer la Chine via cette application. Et c'est vrai que cette application est interdite sur les téléphones dans les administrations dites sensibles. En tout cas, il y a une vraie suspicion de possibilité de capter énormément de données via TikTok. D'autres entreprises chinoises ont été accusées de la même chose. Huawei est pareil sous le même type d'accusation. Et là, effectivement, il faut faire très attention là-dessus. Sur la volonté d'abrutissement de la société occidentale, je pense que là-dessus, on est plus sur la suspicion que d'autres choses. Je pense que l'algorithme en lui-même est construit pour enfermer les gens dans des bulles. Pour être addictif. Voilà, pour être addictif, etc. Est-ce que l'intention initiale, c'était de pousser du contenu abrutissant? Je ne pense pas. Non, mais je pense que c'est par design. Il construit ces bulles-là, il construit cette addiction, il construit tout ça, mais que ce n'était pas forcément une attaque contre l'Occident. C'était une technologie qui a, par sa façon dont elle a été... Que les concepteurs de TikTok ne l'aient pas souhaité, peut-être. Que, in fine, le constatant
ils aient été instrumentalisés par le Parti communiste chinois et ses différentes branches et différents services de renseignement et autres, ça me paraît évident aussi. C'est-à-dire que ce que nous avions dit pendant la commission d'enquête que vous aviez effectivement organisée, c'est que de leur part à eux, c'est-à-dire les services chinois, ne pas utiliser ces outils à des fins d'ingérence, de propagande, de manipulation, serait une faute professionnelle. Et ce qui a été repris d'ailleurs par le représentant de nos services. On peut dire exactement la même chose de toutes les entreprises américaines, des GAFAM. Mais justement, la particularité, c'est que nous pouvons essayer d'avoir une discussion, voire même, et on le voit effectivement, des négociations. Alors, les lois extraterritoriales américaines constituent, on en parlait tout à l'heure, un vrai danger, et je maintiens que l'Europe a été d'une grande naïveté dans sa négociation sur le... Alors, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, le DPF, l'accord transatlantique sur l'exportation des données des Européens aux États-Unis. Je le maintiens, et je maintiens qu'il faudrait y mettre un terme, comme les 2 précédents ont été annulés par les autorités européennes, Cour de justice. Mais je pense sincèrement que comparer ou mettre dos à dos la Chine et la Russie dans ce domaine serait la Chine et les États-Unis, pardon, dans ce domaine serait un raccourci intellectuel un petit peu difficile à avoir. Mais là encore, justement, le droit international, puisque je vais rester cet idéaliste, nous permet d'avoir un cadre objectif et relativement clair sur ce qui pourrait faire évoluer les choses. Parce qu'effectivement, ça a été dit, ils ont été conçus pour, dans ce cadre de l'économie de l'attention, pour optimiser l'engagement. C'est comme ça que c'est pensé. Alors qu'il n'est pas pensé au début à tous les usages stratégiques possibles, peut-être. Mais donc on en revient à une solution qui serait de changer la manière dont ils sont conçus par nature et d'avoir un modèle de développement économique de ces entreprises qui ne soit pas par exemple basé sur la publicité ciblée. Oui, mais ça remet en cause ce qu'ils sont. Ça remet en cause ce qu'ils sont, mais ça ne remettrait pas en cause leur existence parce qu'il serait possible de penser un modèle de développement qui ne soit pas, par exemple, qui reposerait sur beaucoup moins rentable, mais qui reposerait sur la publicité effectivement contextuelle. Oui, mais c'est là où on a quand même, à un moment donné, il y a quand même une nécessité de dire qu'on ne peut pas laisser des entreprises générer un maximum de profit au détriment des droits humains. À un moment donné, elles sont elles aussi redevables au regard du droit international. Absolument, je rappellerai, de le respecter. Donc c'est aussi un message qu'il faut faire passer, même si dans la réalité j'entends la difficulté. Mais si on n'adresse pas ces questions, on n'aurait déjà pas eu effectivement le DSA et l'adoption du DSA. 19h40, passé de 26 secondes. Je laisse le mot de la fin à la représentation nationale. Monsieur le sénateur. Non, évidemment que moi, je pense qu'il faut laisser le temps de la régulation européenne pour obtenir un peu plus de transparence sur TikTok, mais sur aussi d'autres entreprises qui ont beaucoup d'emprise sur notre attention. Et donc, je pense que l'échelle européenne, en tout cas, et le marché européen sa puissance fait que la régulation pourra permettre peut-être d'avoir un peu plus de transparence et d'encadrement de ces applications. 19h40, passé de 56 secondes sur Info. Merci Bernard Benamou, merci Katia Roux, merci Thomas Dessus, merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières ce soir. On aurait pu continuer un petit peu plus longtemps. Si l'exercice vous a plu, revenez parce que c'est un sujet qui va forcément revenir, je pense. Je vous remets entre les mains bienveillantes et bien heureuses par ailleurs du camarade Mathis, puisque je vois que mes 2 derniers invités sont arrivés. Je vous chasse du plateau. Manu Militari in extenso. Merci à vous, rentrez bien et à très bientôt.